à l'étranger, Danemark, Norvège, en Chine, vous ont permis, à moins de 30 ans, d'accéder à une commande publique importante. C'est donc un message d'espoir pour les jeunes architectes. Une fois qu'on a gagné, comment gérer l'exécution d'un chantier monstrueux, en fait, le vrai travail de l'architecte? Au départ, on prétend être architecte. Donc nous, notre premier concours gagné était un concours public pour une piscine ou un complexe de piscine à Aalborg, au Danemark. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'équipe, donc on a engagé sur le table une équipe entière pour ce projet du jour au lendemain. D'ailleurs, la première fois qu'on a eu la visite du client, on venait d'emménager, donc ça sentait encore la peinture, dans les nouveaux locaux, où on avait des ordinateurs partout allumés avec les plans du projet sur AutoCAD ouverts. Et le client arrive et demande à notre chef de projet, qu'il avait déjà rencontré en visite, quand on était en visite chez eux, où sont les toilettes. Et notre chef de projet ne peut pas lui répondre, puisqu'il n'était jamais venu dans nos bureaux. Donc, c'était vraiment une espèce de... Enfin, c'était le début de tout. On apprend sur le tas, évidemment, et puis on a tous eu une petite expérience professionnelle dans d'autres bureaux, donc ça s'est bien passé. Et voilà. De toute façon, l'architecture, ça s'apprend tous les jours. On continue à apprendre. Alors, on va passer le micro exactement à l'autre bout de la table, à Philémon. Certains concours ambitionnent de faire la promotion de la jeune architecture. On parlait d'Europan tout à l'heure. Ceux qui en font les frais, ce sont finalement les jeunes architectes qui participent au concours. Une loterie inéquitable de 1 pour 10, 1%, parfois pire. Le temps de travail cumulé de toutes les équipes d'architectes dépasse souvent le temps de travail de la réalisation du projet. Et n'est-ce pas le rôle justement des pouvoirs publics ou des associations professionnelles, comme la RIB ou d'autres, ou l'ordre, de faire la promotion de la culture, de l'architecture, la jeune comme la plus mûre? Oui, enfin, c'est certainement un travail au niveau de l'associatif, et je pense que l'associatif aujourd'hui s'y emploie, que ce soit la RIB, que ce soit l'UVA, que ce soit la BVA et la NAV d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un grand problème, c'est la culture du maître d'ouvrage, je dirais, parce que c'est le grand problème, c'est là. Je crois que les maîtres d'ouvrage n'ont absolument aucune conscience de ce qu'ils demandent aux jeunes, enfin jeunes et moins jeunes d'ailleurs, de ce que représente un concours d'architecture, de l'investissement que cela implique. Et donc, ils se disent en fin de compte, c'est l'impression qu'on a quand on a mené quand même pas mal de discussions à Bruxelles, et là, au passage, je félicite Olivier Bastin pour le boulot qu'il a fait en région de Bruxelles-Capitale, mais on constate quand même que très largement, le pouvoir public n'a absolument aucune maturité par rapport à ça. Julien parle du Danemark, mais je vois des cultures qui existent au niveau du pouvoir public en France, par exemple, ou en Allemagne, que je connais encore un peu mieux. Il y a là aussi un respect, je dirais, de l'architecte et des jeunes architectes. Et je signale ça au passage, mais je songeais, lorsque Julien parlait des concours et de ce qu'il avait gagné, j'ai eu l'opportunité de travailler à un moment donné avec GMP, enfin avec Gerken, en cours, qui me racontait. Il travaillait, souvent il faisait des concours, il faisait des concours en sous-traitance pour des grands bureaux à l'époque. Et puis ils en ont fait un, ils avaient 28 ans, et ils ont gagné l'aéroport Tegel à Berlin. Et c'est comme ça qu'ils ont démarré avec le bureau. Mais en Allemagne, c'est bien structuré, c'est bien décrit, voilà. Parfait. Pierre Ebling, vous allez recevoir un micro. L'architecture de concours est en fait une architecture de papier. Pour passer, elle doit être conceptuelle, haute, parlante, voire grandiloquente, certainement matue. Un travail raffiné, voilà, Peter Zumthor, ou comme vous l'avez proposé, peut-il passer dans un concours national et surtout international, pensé pour essentiellement valoriser la star architecture? Est-ce que le concours ne génère pas en fait et des bêtes à concours et une architecture totalement dédiée?
Bon, je suis assez touché par la réflexion qui s'est faite entre Laurent et vous tout à l'heure sur la question de la poésie, c'est-à-dire effectivement, on espère mettre en place des comportements de conception dans lesquels on se protège de la typologie des névroses qu'on a vu tout à l'heure. Donc on essaie de résister à ça malgré tout, quoi qu'on fasse, parce que ce mécanisme de compétition dans lequel on voit des êtres s'affaiblir à ce point, enfin on pense tous à ce film de On achète bien les chevaux, là, ceux qui gagnent font des petits pas, mais c'est ceux qui restent. Et donc c'est vrai qu'on doit garder une force et un imaginaire. C'est pour ça que j'ai cité ces deux livres que je lisais alors que j'étais dans des tensions extrêmes, qui donnaient accès à ce qui fait la substance de mon travail, ce dans quoi je crois. Je crois dans un espace civil et public, je crois dans une action de transformation à travers des vecteurs d'architecture. Croyant dans ça, j'essaye de développer fondamentalement un propos avec les équipes. Je fais tout mon travail globalement de la même manière. Je ne vais pas faire un portrait de la manière dont on travaille, et donc à partir de là, tout l'exercice va être, pour rejoindre votre question, de me faire comprendre, de travailler avec les outils que j'ai ou ceux que je souhaite développer, et ensuite de me faire comprendre. Et donc, c'est vrai que les deux concours qu'on vient de gagner en France, à Roissy ou le tristement célèbre Maubeuge ce soir, mais le projet de Roissy, par exemple, on est sélectionné, je pense, sur une vision justement en profondeur des choses, mais alors je rejoins le propos sur le jury et la qualité des concours, bien sûr. Là, il y a tout un débat, mais je ne suis pas sûr que c'était celui que vous vouliez proposer aujourd'hui. C'est parfait. Et Laurent, est-ce que les concours vous ont permis de faire un développement, une recherche appliquée nouvelle? Est-ce que votre approche mêlant aussi une certaine poésie plastique, urbanisme et génie civil n'a pas su au final convaincre d'une autre vision les maîtres d'ouvrage publics qui en fait souhaitaient faire un pont, une passerelle stable et pas chère? Bon, effectivement, je pense qu'un concours, c'est le lieu où on fait de la recherche, mais c'est peut-être pas le seul lieu. Donc ce n'est pas parce que c'est une forme de concours qu'on va peut-être en faire plus ou moins. Donc, je pense que chaque projet est le lieu d'une nouvelle recherche. Alors, je ne suis pas sûr qu'on peut changer le maître de l'ouvrage. Je suis quand même un peu plus perplexe par rapport à ça, mais peut-être qu'on a pu ouvrir certaines portes et en tout cas laisser place à un nouvel imaginaire, à des nouvelles possibilités. Oui, un projet, moi je n'ai jamais eu dans ma vie un projet qu'on m'a servi comme ça sur un plateau et on m'a demandé, monsieur Ney, est-ce que vous ne voulez pas faire un beau projet? Non, ça ne marche pas comme ça. Je pense que tout le monde ici peut me suivre là-dedans. Il faut se battre pour créer des nouvelles choses, pour créer des nouveaux projets et un nouvel imaginaire. On va passer le micro à Bernard Vauclé pour être désigné dans un marché public communal. Il est facile, je pense, aujourd'hui, de savoir comment procéder. Vous faites un projet Nièvre avec une jolie image bien consensuelle, pas d'architecture, ni de prospective, un petit blabla urbanistique, ça aide, et surtout un montant d'honoraires très bas. En fait, le lauréat n'est jamais gagnant. Il a des honoraires impossibles, moitié inférieurs, à des prix de revient normaux pour un bureau d'architecture. On ne parle pas, comme des entrepreneurs, d'un dumping social, mais d'un suicide collectif. Un dossier de passation de marché mal conçu, avec pour compensation qu'il sera très cher à exécuter, donc des honoraires un tout petit peu rattrapés vers le haut, mais personne n'est gagnant. Pourtant, vous obtenez des marchés et les exécutez dans une politique de qualité. Faites-vous de l'architecture cynique ou de la politique? On fait de tout, on fait beaucoup de communication, comme tout le monde, comme vous, comme moi. Mais je pense aussi que, comme ce qui a été dit jusqu'à présent, le maître de l'ouvrage, on ne va pas le changer. On est dans une société qui évolue. Aujourd'hui, les concours s'abordent, à mon avis, de manière très modeste. On travaille en équipe avec des promoteurs, parfois avec d'autres personnes qui viennent autour de la table dans toutes les expertises possibles. Et donc, on aborde les choses différemment que précédemment. On ne peut plus dire aujourd'hui un architecte, ben voilà,
il a tout gagné. Non, non, c'est loin de là. Maintenant, je pense qu'on peut toujours rouspéter sur la situation, on perd notre culotte à chaque fois, ça c'est clair, même quand on a gagné un concours, parce que on sait que la première chose qui va être faite, c'est revoir le projet dès le départ de l'esquisse. Donc, c'est pas parce qu'on a gagné un concours qu'on peut dire, allez, on passe l'étape avant projet. Non, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Mais lorsque j'étais président de l'Ordre, j'ai participé notamment à des commissions sur les marchés publics, et j'avais pour habitude de dire, avec notamment Philémon et Isidore Zelonka, que je pense que c'est d'abord les architectes qui doivent nettoyer devant leurs portes, et il est peut-être temps, et je le répète ici, que l'Ordre sanctionne les gens qui braquent les honoraires. Il y a des possibilités, mais il faut que ça se montre. Aujourd'hui, évidemment, le privé reprend la main et dit aux architectes, ben, c'est tout à fait normal que vous gagniez 4% ou 3%. Il y a des marchés publics qui se traitent, toute équipe confondue, à 4 ou 6% d'honoraires. Ça devient du grand n'importe quoi. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais les promoteurs l'entendent, évidemment. Et donc, lorsqu'on va vers le privé, ils nous disent bah, « Ok, mais les honoraires, c'est d'abord 5%. » Donc, je pense qu'il est temps que la profession se restaure par rapport à ça. On peut demander des honoraires bas, mais il faut voir le service qu'on donne. Donc, et l'Ordre a sa place là-dedans, mais elle n'ose pas sanctionner. Elle dit qu'elle ne peut pas. J'y crois pas.